Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 21 mars 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, la MRC de Portneuf refuse de signer la déclaration d'urgence climatique, mais démontre son engagement à poursuivre ses efforts pour lutter contre ces changements importants. Une formation rémunérée pour devenir préposé aux bénéficiaires dans Portneuf sera offerte dès septembre au Centre de formation de Portneuf à Saint-Raymond. Nous avons 2 entrevues à ce sujet. France Goudreau du CIUS de la capitale nationale et le directeur du Centre de formation de Portneuf, Sébastien Gilbert. Le déjeuner des gens d'affaires de Donnacona, une activité qui renforce le sentiment d'appartenance. Vous entendrez des extraits de témoignages de gens d'affaires. Et une activité à livre ouvert se tenait à la bibliothèque de Donnacona en collaboration avec l'organisme en santé mentale L'Arc-en-Ciel. Bonne émission. L'environnement et particulièrement l'urgence climatique aura accaparé une bonne partie du Conseil des maires de la MRC de Portneuf ce mercredi soir à Cap-Santé. D'entrée de jeu, à la première période de questions, une porte-parole dans Portneuf de la mobilisation citoyenne sur la Déclaration universelle d'urgence climatique, Odile Pelletier et autres requérants, a réitéré la demande adressée aux élus au mois de décembre dernier de reconnaître officiellement l'état d'urgence actuel et de démontrer concrètement un plan et un échéancier pour éviter le plus possible des bouleversements climatiques abrupts et irréversible. La MRC a refusé de signer la déclaration, mais par la voix du maire de Deschambault de Grondines et président de la Commission de l'environnement de la MRC de Portneuf, Gaston Arcan, la MRC a dressé une liste des projets qui ont été développés en cours et à venir pour lutter contre les changements climatiques. Parmi les projets, notons la technologie utilisée par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf et un projet pilote novateur qui verra le jour sous peu, le transport collectif, le réseau des bornes électriques qui se développe, combiné à des incitatifs pour l'utilisation de la voiture électrique, l'achat local qui évite les déplacements, les marchés publics, la préservation des milieux humides, de meilleures politiques pour un écoulement adéquat des eaux pluviales dans les municipalités et autres. Le groupe de citoyens salue les initiatives de la MRC, mais comprend mal la position des maires de ne pas signer cette déclaration comme l'ont fait plus de 300 municipalités du Québec à ce jour. Écoutons le préfet et maire de Neuville, Bernard Gaudreault. Et puis la résolution, en fait, de ce soir ne prévoit pas d'endosser la déclaration d'urgence climatique. Je pense que je ne peux pas être plus clair. Alors, on ne bornera pas, comme il était mentionné dans le média local de Portneuf, évidemment, à certaines actions. Au contraire, on réitère notre volonté ferme à poursuivre nos efforts dans la matière d'environnement. Puis je vais le répéter, je suis très fier de ce qui est accompli dans Portneuf, puis je vais être encore très fier de ce qui va s'accomplir dans les prochaines années. Mais ce n'est pas en signant une déclaration d'urgence climatique par une simple résolution, et si demain matin on voulait se borner à signer la déclaration d'urgence climatique et ne pas y donner suite, ça aurait au moins d'effet que ce qu'on va prendre comme engagement ce soir, de continuer à multiplier les efforts en matière de développement durable.
Les nouvelles données sur l'utilisation des pesticides en milieu agricole, particulièrement le Roundup de la compagnie américaine Monsanto, qui a été reconnu cancérigène dernièrement par un tribunal américain, a été soulevée et on a demandé à la MRC qu'elle s'implique dans la transition biologique des fermes, comme il se fait à Saint-Alban depuis 2 ans. La MRC a réitéré ses engagements à favoriser le développement durable. Le groupe de citoyens est revenu à la charge à la 2e période de questions à la fin de la séance, mais en vain, sans convaincre les élus de la pertinence de signer cette déclaration d'urgence. Soulignons que la MRC de Portneuf fait preuve d'innovation en matière d'utilisation de la biomasse forestière pour son développement dans la capitale nationale. Des centres de distribution et de transformation pourraient voir le jour et une vingtaine de projets de chaufferie sont en cours un peu partout dans la capitale nationale. De plus, une nouvelle étude sur la planification stratégique de l'utilisation de la biomasse forestière est en cours afin d'identifier les meilleures façons d'utiliser et de valoriser ces résidus de coupe de bois commerciale. D'ailleurs, le marché de l'industrie forestière ne prend plus actuellement les billes de bois de moins de 4 pouces de diamètre. Ce nouveau volume ouvre la porte à de nouveaux projets énergétiques à partir de la biomasse. On estime à quelque 273 000 tonnes de matière qui peuvent être valorisées au Québec annuellement. Le Forum régional des élus de la capitale nationale souhaite identifier un projet porteur, une grande entreprise, par exemple, qui pourrait utiliser entre 10 et 25 000 tonnes de résidus de bois comme source d'énergie annuelle pour un immeuble, par exemple. Selon le préfet de la MRC, Bernard Gaudreault, tout porte à croire qu'un projet d'importance se développera dans Portneuf. Les chercheurs d'emploi ou les travailleurs actuels, jeunes ou moins jeunes, qui souhaiteraient un changement de carrière, qui détiennent un niveau d'études d'au moins 3e secondaire et qui ont cette tendance naturelle à prendre soin des autres et qui souhaiteraient en faire un travail bien payé dans le réseau de la santé, une formation rémunérée pour devenir préposé aux bénéficiaires dans Portneuf sera offerte dès septembre prochain au centre de formation de Portneuf, situé à Saint-Raymond, juste à côté de l'école secondaire Louis-Jobin. Chaque élève qui s'engage dans cette formation, dont les 3/4 du temps se tiendront en milieu de travail, aura cumulé près de 15 000 $ de revenus lorsque la formation sera complétée. Le ou la finissante est assuré d'un travail dans un ou l'autre des 5 centres d'hébergement dans Portneuf, soit Pont-Rouge, Donnacona, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Casimir et Saint-Raymond, dont l'hôpital régional, et est assuré d'un salaire d'environ 21 $ l'heure, une permanence dans le réseau de la santé et des services sociaux avec tous les avantages dont les vacances et le régime de retraite, et se retrouve avec un diplôme d'études professionnelles comme préposé aux bénéficiaires qui pourrait être utile autant dans le réseau d'hébergement public, privé que même communautaire. Écoutons une entrevue que nous a accordée France Goudreault, directrice des ressources humaines et des communications au CIUS de la capitale nationale. Bonjour, Mme Goudreault. Bonjour. Mme Goudreault, vous annoncez une nouvelle formation, en fait, ici dans Portneuf. Quelle est la nouveauté? Quelles sont les nouveautés, en fait, que vous offrez? La nouvelle formation de préposé aux bénéficiaires en formation rémunérée, ce que ça a comme nouveauté, c'est qu'il y a un bloc de 2 semaines de formation pratique, de formation théorique au centre de formation Portneuf. Par la suite, la formation pratique est vraiment dans nos centres d'hébergement auprès des résidents où on apprend dans l'action en travaillant avec les préposés aux bénéficiaires. Donc, la majorité des heures, 665 heures, vont se faire en formation pratique dans les centres d'hébergement et il y a à peu près 205 heures qui se font en formation théorique par 3 blocs. Et ce qui est vraiment nouveau aussi, c'est que la formation est dispensée en technopédagogie. Ce que ça veut dire, c'est que c'est avec un iPad, à son rythme, l'étudiant en laboratoire va faire des exercices, va avoir accès à des vidéos et va pouvoir apprendre dans sa formation théorique avec un iPad. OK. Et les gens vont, en fait, travailler en milieu de travail ici dans Portneuf? Oui, ce qu'on leur offre, c'est de s'inscrire à la formation qui va débuter en septembre, mais on leur offre déjà de les embaucher comme aide de service dans l'un ou l'autre de nos 5 centres d'hébergement de Portneuf ou à l'hôpital régional de Portneuf. Et par la suite, ils vont être attitrés dans un des centres d'hébergement pour faire la formation pratique
pratique pour aller jusqu'au diplôme qui est de 870 heures. Donc, les gens vont sortir avec un diplôme et ce qui est très important, ils sont déjà embauchés comme aide de service, mais on leur offrira un poste permanent à la fin de leurs études. Donc, ils pourront continuer de travailler dans notre CIUS ici à Portneuf avec un poste permanent. Qui peut appliquer? C'est quelqu'un qui a un secondaire 3, c'est l'exigence minimale pour être admis dans le programme ici au centre de formation de Portneuf. Et évidemment, ce qu'on recherche, c'est un profil de gens qui souhaitent travailler auprès des personnes aînées et des résidents. Oui. Vous offrez aussi des avantages financiers, comme vous dites, rémunérés. C'est nouveau, ça, en fait, hein? La rémunération pour un travail d'été? Et, Oui, bien, en fait, le travail d'été comme aide de service, c'est qu'on en a tellement besoin. On a besoin d'au moins 36 préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est ce qui fait qu'on embauche des aides de service pour donner de l'air à nos équipes de soins. Alors ça, c'est pas nécessairement nouveau, mais on les embauche et par la suite, ils vont continuer à être rémunérés, à faire ce travail-là, tout en étant formés en formation pratique. Oui, et vous avez mentionné que vos besoins, c'est une trentaine actuellement? On a besoin de 36 préposés aux bénéficiaires à Portneuf et dans tout le CIUS, c'est près de 280 préposés aux bénéficiaires qu'on a besoin. Quelles sont principalement les tâches, justement, d'un préposé? Bien, un préposé aux bénéficiaires donne les soins d'hygiène aux résidents. Alors, donc, et à l'aide de service qui est autour de lui, bien, il va s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut. Il va faire l'aide à l'alimentation, va discuter avec le résident, va aussi amener, sont les yeux et les oreilles quand même des équipes de soins, font vraiment partie des équipes, des infirmières auxiliaires, des infirmières. Alors, donc, le préposé aux bénéficiaires a toutes les compétences pour vraiment donner tous les soins d'hygiène aux résidents. Oui. Évidemment, on est dans une période de pénurie d'emplois importante. Pour vous, c'est important. En fait, il faut être compétitif par rapport aux autres domaines, j'imagine, de travail. Qu'est-ce que ça prend comme qualité ou compétences humaines, justement, pour être préposé auprès des soins, en fait, offrir des soins là, aux gens? Qu'est-ce que ça prend comme qualité humaine? Bien, en fait, ça prend l'amour des personnes, hein, vraiment d'être en mesure d'être en proximité. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont ce profil-là, qui se sont occupées de leurs parents, qui s'occupent de plein de gens et qui n'ont pas la chance de pouvoir se faire former pour pouvoir continuer de se valoriser à travers ce travail-là. Donc là, ce qu'on leur donne la chance, c'est de quitter un emploi pour pouvoir venir se faire former, être rémunéré et avoir un emploi et une carrière dans le réseau de la santé, dans notre CIUS. Donc, c'est ça qui est vraiment, vraiment différent. Je pense qu'on va aller chercher des gens qui ont toujours voulu le faire, mais qui n'avaient pas les possibilités de le faire. Oui. Alors, c'est une belle reconnaissance de gens qui ont toujours donné beaucoup autour d'eux. Maintenant, nous, on va les embaucher, puis on va leur permettre de faire une vie avec une telle sécurité d'emploi. Oui. Vous recherchez, oui, des jeunes, mais des personnes moins jeunes, retraitées, quel profil? En fait, l'âge n'a pas d'importance. C'est vraiment le goût de pouvoir prendre soin des gens. Je pense prendre soin des gens, prendre soin de nos aînés, prendre soin des résidents. Oui. Parlons financier un peu. Comment vous avez organisé justement le financement de tout ça? Oui, bien en fait, c'est qu'actuellement, il manque tellement de préposés aux bénéficiaires que, bien malgré nous, on a des corps à découvert. Donc, c'est le financement qui fait qu'on a des surplus. Bien, on utilise ce financement-là pour pouvoir payer nos gens, pour pouvoir les former et former le plus possible de préposés aux bénéficiaires pour le réseau de la santé. Est-ce que vous avez une expérience déjà avant de cette formation-là ou vous commencez, en fait, c'est vraiment un départ, là? Oui, bien en fait, le ministère de l'Éducation a mandaté le centre de formation Fierbourg, leur a donné une subvention de 100 000 $ pour pouvoir développer cette formation-là telle qu'elle est. Donc, c'est la première fois qu'on la donne. Mais il y a eu quand même des formations en alternance travail-études dans le réseau, dans d'autres régions, mais ce n'était pas sous cette forme-là. Ce n'était pas non plus en technopédagogie. Alors, c'est vraiment la première fois qu'on la donne sous cette forme-là, avec la rémunération de la formation pratique en milieu de travail. Est-ce que ça peut s'ouvrir à d'autres, en fait, tâches ou professions ou métiers dans le secteur de la santé?
santé? Bien, je pense que pour le moment, c'est vraiment... la formation est faite pour les préposés aux bénéficiaires. Donc, pour le moment, le besoin criant, il est pour les préposés aux bénéficiaires. C'est vraiment notre visée, notre objectif à ce moment-ci. Et en terminant, les gens qui seraient intéressés, qu'est-ce qu'ils font? On s'inscrit où, comment? Au centre de formation professionnelle ici à Portneuf, les gens vont les accueillir avec grand plaisir et on va les inscrire et les accueillir dans notre CIUS. Et aussi, ce n'est pas un prérequis d'être embauché, de vouloir travailler cet été, mais ceux qui vont vouloir travailler comme aide de service, nous allons les embaucher. Alors, Mme France Goudreau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et justement, pour nous parler du centre de formation de Portneuf à Saint-Raymond, nous accueillons en studio le directeur Sébastien Gilbert. Bonsoir, M. Gilbert. Bonsoir. Merci de cette visite en studio. Merci de l'invitation. Tout d'abord, c'est un concept, le concept en fait de formation rémunérée, c'est pas nouveau en soi. Non, mais en fait, on parle de formule duale ou inspirée de formule duale, okay. qui est une formule de formation qui existe en Europe depuis plusieurs années. Au Québec, ça fait quelques années où on voit des projets de formule duale qui se développent un petit peu partout. Il y a des commissions scolaires qui ont développé justement des formules d'enseignement. On parle plus, pas nécessairement de l'alternance travail-études, mais en fait, c'est des portions majoritaires de la formation qui se font directement dans le milieu de travail. OK. Est-ce que dans Portneuf, actuellement, c'est la seule formation qui va se donner de ce genre? Pour l'instant, c'est le seul projet concret qu'on a à mettre en place qui est prévu dans notre offre de formation. Et selon, à partir des observations qui se passent ailleurs, est-ce que ça prend? Est-ce que les gens se... Oui, ça fonctionne bien, tout à fait. En fait, les commissions scolaires qui ont offert une formule duale, ça fonctionne bien, puis ça répond aussi à un besoin important de main-d'œuvre de la part des entreprises. Ouais. Il y a des secteurs industriels qui ont fait des formules duales où, justement, l'élaboration de cette formule-là était issue des demandes des entreprises qui avaient un besoin de main-d'œuvre et qui souhaitaient avoir les élèves rapidement dans leur mur. Ouais. Et ce qui permettait aussi aux élèves de rapidement être en contact avec le milieu du travail, se projeter dans cette formation-là, dans ce métier-là. Et pour les projets qu'on a en ce moment, ça fonctionne bien, là. Secteur manufacturier, beaucoup dans le secteur manufacturier, oui, c'est ça. Pour ce qui est de la santé, dans la région, c'est nouveau, justement, avec le projet développé par la commission scolaire des premières seigneuries, qui vont démarrer une cohorte prochainement. Nous, on emboîte le pas là, dès le mois de septembre. Exactement la même formule? C'est la même formule, oui, tout à fait. Les mêmes proportions de nombre d'heures au centre de formation. On parle d'environ 25 des heures de la formation qui vont se faire en classe, 75 qui vont se faire directement dans le milieu du travail. Particularité intéressante du projet, c'est l'utilisation des technopédagogies. Donc, de la façon que le projet a été développé pour la portion en établissement d'enseignement, les élèves vont pouvoir avancer à leur rythme. C'est une formule qui est flexible. Les élèves vont avoir des iPads, par exemple, et il y a des plateformes pédagogiques en ligne où les élèves vont faire des exercices. Il y a un enseignant qui est présent, évidemment, pour accompagner les élèves, faire des capsules d'enseignement pour des notions précises, mais sinon, les élèves avancent vraiment à leur rythme en utilisant le matériel qui est disponible. Parce qu'on parle de au total 870 heures. 870 heures au total. Ça peut prendre combien de temps, à peu près, mettons, en fait, la formation va débuter au mois de septembre pour se terminer vers la fin du mois de mai. OK, vers la fin du mois de mai. C'est ça. Et c'est quand même rémunéré, c'est une rémunération quand même qui peut atteindre 15 000 exact. En bout de ligne. C'est ça. Donc, dans le fond, la portion en centre, en établissement d'enseignement n'est pas rémunérée. Donc, la portion de 200 heures qui n'est pas rémunérée. Par contre, les 665 heures restantes où les élèves sont en formation, en apprentissage, en consolidation d'acquisition de compétences, les élèves sont rémunérés pour toute cette portion-là qui se fait directement dans les établissements du CIUS. Comment ça se passe concrètement? Quelqu'un qui s'inscrit à votre formation vous appelle au centre de formation. Moi, je suis intéressé à cette formation-là. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, vous prenez justement les informations et vous transférez les informations de la personne au CIUS? C'est ça. Dans le fond, la personne qui veut s'inscrire dans la formation va appeler au centre de formation professionnelle où on va vérifier les conditions d'admission pour s'assurer de son admissibilité. À partir de ce moment-là, on va mettre aussi la personne qui fait sa demande d'admission en contact avec le CIUS pour la portion embauche pour la période estivale, pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est vraiment, la porte d'entrée, c'est vraiment le centre de formation. À partir de ce moment-là, les gens vont être dirigés pour avoir la bonne information et faire vraiment le lien avec le CIUS de la capitale nationale. Vous souhaiteriez avoir une première cohorte d'une vingtaine d'élèves à peu près? Oui, c'est ça, on parle de 22.
22 élèves, c'est ça, pour démarrer la cohorte. Ça prend combien d'enseignants pour encadrer, en fait, une vingtaine ou 22? Oui, bien, c'est 2 enseignants que pour la totalité de la formation. C'est 2 enseignants qui vont s'occuper de la supervision, de l'enseignement et de la supervision aussi des heures qui seront directement en milieu de travail. Et dans le milieu de travail, ça prend quand même des gens pour coacher, si on veut? Oui. Ou, comment vous organisez ça, cette en fait, portion-là? oui, dans le milieu de travail, chaque élève va être accompagné, supervisé par un préposé aux bénéficiaires. Qui est déjà engagé. Qui est déjà engagé, qui est déjà dans le milieu. Il va y avoir une formation pour ces gens-là, parce que justement, il va y avoir une communication à y avoir entre l'enseignant, les enseignants et le préposé aux bénéficiaires qui va faire la supervision dans le milieu de travail. Et pendant toute la portion aussi qui va se faire en milieu de travail, il y a des enseignants qui vont circuler d'un milieu à l'autre pour justement s'assurer de l'acquisition des compétences, faire des ajustements si nécessaire. Donc, il va y avoir vraiment une communication entre la personne, le superviseur préposé aux bénéficiaires et l'enseignant pour s'assurer vraiment que les élèves progressent dans leur apprentissage et acquièrent les compétences nécessaires pour obtenir leur diplôme. Donc, ça devient une nouvelle tâche, quelque part, pour le superviseur en milieu de travail? Oui, en fait, oui, c'est une nouvelle tâche pour eux. C'est sûr que là, comme je dis, il y a une partie formation qui va être à prévoir, mais je pense que les gens sont très, très favorables à cette formule-là. C'est de la relève, c'est l'occasion pour eux, justement, de transmettre leur passion, leur savoir aussi, de les intégrer directement dans le milieu de travail. Donc, je pense que ça va être vu très, très positivement. À l'école, en fait, au centre de formation en soi, la partie théorique, si on veut, vous avez quand même un laboratoire, vous avez des équipements? Oui. Qu'est-ce que vous offrez? Oui, tout à fait. À l'établissement de Saint-Raymond, on a des laboratoires, il y a des salles de classe traditionnelles, mais aussi des laboratoires qui sont calqués sur le milieu de travail, les centres hospitaliers ou les centres d'hébergement. Donc, les élèves peuvent non seulement avoir beaucoup de leur temps en milieu de travail, être directement dans le milieu, mais même quand ils vont être au centre de formation, l'environnement dans lequel l'apprentissage va se faire est très, très près de ce qu'ils vont vivre dans leur futur travail. Oui. Les gens qui vont aller en milieu de travail, là, c'est sûr, on a parlé tantôt, justement, c'est les 5 principaux établissements, en fait, publics, là, dans Port-Neuf, dans Saint-Marc, Saint-Casimir, Saint-Raymond. Ce qui permet de couvrir, dans le fond, le centre, l'est, l'ouest, effectivement. Il y a déjà des ententes avec ces organismes-là, j'imagine. Oui, mais dans le fond, le CIUS met à disposition ces établissements-là. Ce qu'on voulait, c'est en mesure de couvrir l'ensemble du territoire, autant pour les élèves que pour la clientèle, les résidents. Donc, dans quel jumelage sera fait, là, ce sera déterminé, là, mais tous les établissements, ce sont des endroits potentiels là, pour faire la portion en milieu de travail. Parlons du centre de formation maintenant dans son ensemble. Bon, vous allez offrir cette nouvelle formation-là. Vous offrez aussi dans le secteur de la santé une formation du genre, mais pas rémunérée cette fois. Non, bien, actuellement, on a déjà le cours de préposé aux bénéficiaires, le cours d'assistance à la personne en établissement et à domicile. C'est le même programme qui va s'offrir l'an prochain en formule rémunérée. Cette année, c'est une formule différente qui n'est pas rémunérée. Donc, on va avoir des élèves qui vont terminer leur formation au mois de mai, justement. Donc, on va avoir des finissants pour cette formation-là. On a aussi le cours pour devenir infirmier auxiliaire qui se donne à Saint-Raymond. Donc, ça, c'est pour notre volet santé. On a aussi un cours de mécanique automobile qui se donne à Saint-Raymond également. Le centre de formation de Port-Neuf, c'est aussi l'établissement de Donnacona. Donc, il y a deux établissements, dans le fond, pour la formation professionnelle. Puis à Donnacona, il y a tout un secteur industriel qui se donne avec du soudage-montage, de techniques d'usinage, de l'électromécanique avec de la mécanique industrielle. Puis on a aussi un secteur de bureautique où on a des cours pour devenir adjoint administratif, secrétaire ou comptable, en fait, en comptabilité. Est-ce que les inscriptions vont bien? Est-ce que les cohortes réussissent à partir? Parce que le contexte de pénurie d'emploi, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile pour le milieu scolaire? Effectivement. En fait, il y a 2 choses actuellement. Il y a la décroissance, la baisse démographique de la clientèle qui est en âge. Normalement, les élèves qui viennent en formation professionnelle, la tranche d'âge qui est notre clientèle habituellement. La baisse démographique qu'il y a eu au primaire il y a plusieurs années, qui se vit actuellement au secondaire, mais où on voit que la vague remonte tranquillement. Ça touche maintenant la formation professionnelle puis l'éducation des adultes. Donc, il y a ce contexte-là, jumelé aussi à pratiquement le plein emploi. Donc, ce qui fait que les inscriptions, c'est plus difficile depuis quelques années. On voit vraiment une diminution là, dans les dernières années. Là. Par contre, ceux et celles qui suivent la formation et la terminent,
se trouvent facilement du travail. Effectivement, les élèves qui terminent, le taux de placement est extrêmement bon. Les employeurs, on a des appels régulièrement des employeurs pour savoir quand il va y avoir des nouveaux finissants qui vont sortir de la formation. Ouais. Les élèves qui terminent leur formation et qui ont un stage, souvent sont engagés là où ils font leur stage. Donc pour les élèves qui sont en formation, c'est d'excellentes nouvelles. Ouais. Quand ils commencent une formation, les possibilités pour eux d'avoir un emploi à la fin, à la diplomation, sont excellentes. Secteur automobile aussi? Même chose en automobile, oui, tout à fait. Et aussi soudure à Donnacona et tout le secteur manufacturier aussi qui est... L'ensemble de nos secteurs, là, les élèves qui terminent la formation, le taux de placement est excellent. Oui. Vous aviez une journée porte ouverte ce mercredi? Oui, tout à fait. À Saint-Raymond, les gens avaient la possibilité de venir visiter les installations. On avait des représentants aussi d'Emploi Québec qui financent les études d'une certaine clientèle qui était présente sur place. Sinon, on avait des enseignants, autant de mécanique automobile que du secteur santé qui étaient présents pour justement faire visiter les installations, faire des démonstrations, puis expliquer les particularités de la formation et aussi du métier. Oui. Est-ce que vous êtes présent au salon Contact Emploi? Oui, la commission scolaire est présente. On a des gens qui vont pouvoir être là pour parler des formations du centre de formation. Oui. Comme projet? À court, moyen terme, comment on voit ça? Le gros projet actuellement, c'est celui en santé qu'on veut démarrer pour le mois de septembre. Ça va être ce qui s'en vient, l'énergie qu'on va mettre de ce côté-là. De l'autre côté aussi, au niveau de la promotion, qu'on fait des efforts supplémentaires. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est que les gens que les gens, que la population ait l'information nécessaire pour pouvoir, s'ils ont de l'intérêt, ça va venir en formation. Ouais. Donc, s'assurer que l'information, que les gens connaissent les services qu'on offre. Ouais. On a refait le site Internet récemment, on a la page Facebook qu'on a revue récemment aussi. Donc, vraiment, le souhait qu'on a, c'est s'assurer que les gens aient l'information et ceux qui veulent entrer en formation, qu'ils puissent le faire et nous communiquer avec nous directement. On communique avec le centre de formation ici à Saint-Raymond ou à Donnacona. Ça dépend de toute façon de la formation qui... tout est indiqué, comme vous dites, sur le site. C'est ça. Puis à partir de ce moment-là, les gens seront pris en charge pour la suite. Et peut-être qu'on verra le jour aussi d'une autre formation rémunérée. Peut-être à voir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un concept qui semble d'avenir. C'est un concept qui est de plus en plus répandu. Comme je dis, on commence avec cette formule-là, mais c'est sûr qu'on est ouvert à... On réfléchit à beaucoup d'autres formules qui seraient intéressantes à mettre en place. Alors, Sébastien Gilbert, directeur du centre de formation de Port-Neuf à Saint-Raymond, merci beaucoup. Merci beaucoup. De cette visite et bon recrutement. Merci. Vendredi matin dernier se tenait la 9e édition du Déjeuner des gens d'affaires de la ville de Donnacona au Centre Alliance Donali. Un peu plus de 200 personnes ont répondu à l'invitation. Ce déjeuner permet au maire, Jean-Claude Léveillé, et son co-animateur, qui a initié en fait le concept il y a 9 ans, ex-maire, directeur général actuel, Sylvain Germain, de dresser un bilan de l'année précédente et de présenter les prochaines réalisations, autant municipales que du monde des affaires. Pour démontrer le dynamisme de la municipalité, dès le début de la rencontre, on a invité 3 nouveaux entrepreneurs à témoigner de leur choix de lieu d'affaires et de vie à Donnacona. Une dans le vieux Donnacona, résidente du secteur depuis 6 ans et qui a découvert son lieu idéal pour commercer ses biens et services. Écoutons un extrait du témoignage de Claudie Tremblay, propriétaire de l'épicière de Comté sur la rue Notre-Dame. Moi, ce que je trouvais très cool, c'était l'architecture, le style d'architecture Boomtown qui est dans le vieux Donnacona, avec le local qui était vraiment parfait pour le genre d'activité qu'on veut faire. Donc, c'est très cosy, c'est très convivial, notre entreprise, et puis le local était parfait pour ça, les planchers de bois, les grandes vitrines, c'était vraiment parfait. Et en plus, il y a une valeur historique à ce bâtiment-là qui nous a complètement chaviré. C'est l'ancien magasin général de Donnacona, donc de Liboire-Piché, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, cette valeur patrimoniale-là était très importante pour nous, puis elle l'est encore. Puis ce qui est le fun, dans le fond, dans le vieux Donnacona aussi, c'est que les gens s'identifient beaucoup à ce milieu-là parce que autrefois, c'était un milieu qui était très, très, très actif à cause de l'usine, bien entendu.
Écoutons maintenant le témoignage de Charles Carré de Trois-Rivières, qui est devenu propriétaire de l'entreprise Métal Perrault dans le parc industriel de Donnacona il y a 3 ans. En fait, j'ai pas choisi Donnacona. J'ai choisi d'acheter Métal Perrault qui était à Donnacona. Non, mais j'adore Donnacona en passant maintenant. J'apprends à connaître la ville. Mais il y a un choix, par exemple, il y a un choix que je fais par rapport à Donnacona, c'est investir dans Donnacona. On vient de finir un projet d'investissement de 4,5 millions à l'usine, avec l'agrandissement de l'usine puis de l'achat d'équipements à haute pointe. Puis, dans notre thinking, Sylvain l'a dit tantôt, je suis quelqu'un de Trois-Rivières, donc mes contacts puis mes relations sont tous à Trois-Rivières. Puis j'étais en affaires avant, fait que je connais beaucoup de monde en affaires. Je suis très sollicité pour les commandites, très sollicité pour toutes sortes de choses. Puis maintenant, mon associé et moi, Simon Arnois, on a décidé que les investissements, ils se feraient ici à Donnacona et dans Portneuf. Donc ça, c'est un choix que nous, on fait. Je pourrais aller avec mes chums, je pourrais aller avec mes amis investir là-bas, puis de mais de faire connaître Métal Perrault à Trois-Rivières, ça ne m'apporte pas de main-d'œuvre, ça ne m'amène à rien. Et finalement, Yann Boudreau, originaire des îles de la Madeleine, copropriétaire du nouveau complexe de santé qui verra le jour sous peu et qui abritera le groupe de médecine familiale, le GMF, à Donnacona. Donnacona, dans le fond, c'est une ville hyper dynamique. Ça passe tout le temps par des individus. Dans le fond, à tous les fois nous, on fait des complexes santé, juste pour vous resituer, dans le fond, avec des groupes de médecine familiale, avec tout ce qui est rattaché autour de la santé. Pourquoi Donnacona? Parce que Portneuf avait grand besoin d'un projet mobilisateur pour rapporter que ce soit des services de radiologie et plein d'autres services connexes au secteur de la santé. Et Donnacona, ben pour nous, c'est la porte d'entrée de Portneuf, c'est la ville la plus active. C'est les gens qui se sont mobilisés, c'est des groupes de médecine familiale. Vous avez un super bon groupe de médecins de famille à Donnacona qui va, espérons-le, s'agrandir. Et je suis à peu près certain qu'il va s'agrandir. C'est des gens comme M. Marcoux, qui s'est occupé à bras levés de la clinique pendant des années. La population de Donnacona est passée de 5 736 habitants en 2009 à 7 302 en 2019. En 2018, la municipalité a enregistré 56 nouvelles constructions. Un des projets importants pour la municipalité de Donnacona est la réalisation du centre aquatique qui sera rattaché à l'aréna. Le maire Jean-Claude Léveillé prévoit les premières pelletées de terre à la fête du travail début septembre 2019 pour une ouverture 1 an plus tard en septembre 2020. Revenons à la séance des maires de la MRC de Portneuf de ce mercredi 20 mars. 7 projets d'affaires obtiennent une aide financière recommandée par le comité d'investissement commun. Ainsi, l'entreprise La Petite Brûlerie a obtenu 4 855 $ pour finaliser son site web. 10 000 $ ont été accordés au couple Justin Falardeau et Bianca Tremblay pour le démarrage de leur ferme laitière. 20 000 $ pour l'agrandissement de la ferme laitière Lavalière. Près de 10 000 $ à l'entreprise Nomade Junerie pour de la formation et les frais de consultant. 20 000 $ sont accordés à la boulangerie Derry et à Oxygène Portneuf à Saint-Basile pour l'expansion de l'entreprise. L'homme d'affaires et propriétaire du métro Rouillard et frère de Pierreville, Guillaume Rouillard, a officiellement fait l'acquisition du métro Saint-Marc à Saint-Marc-des-Carrières le 1er mars dernier. M. Rouillard est propriétaire du métro de Pierreville, c'est dans le centre du Québec, depuis près de 15 ans. Dans un communiqué, il écrit que le métro de Saint-Marc-des-Carrières offre sensiblement le même profil de localisation, de taille et de gestion que celui de Pierreville. Faire l'acquisition du métro de Saint-Marc lui permet, entre autres, d'augmenter son pouvoir d'achat et de consolider les emplois des 2 épiceries, en plus de préparer le terrain de sa relève entrepreneuriale par ses enfants Charles et Romy, une 5e génération d'entrepreneurs.
La Fondation Desjardins a remis 800 $ aux élèves de l'école 5 heures de Marie de Rivière-à-Pierre pour réaliser leur projet de serre, les serres de Rivière-à-Pierre. Les enseignants et les élèves de l'école souhaitaient mettre sur pied une serre pour faire pousser des semis de légumes et de fines herbes. Les jeunes pourront donc créer un potager et récolter leurs semences juste avant la rentrée scolaire. Les prix de la Fondation Desjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du niveau secondaire. 279 projets ont reçu une bourse cette année. Et en 2017, elle a remis près de 2,1 millions de $ au Québec et en Ontario, touchant plus de 130 000 jeunes par ces différents programmes. L'Union des municipalités du Québec accueille positivement le dernier budget du gouvernement du Canada qui reprend, selon ses dirigeants, de nombreuses demandes des municipalités, ces gouvernements de proximité. Les investissements annoncés de 2,2 milliards de $ offriront de nouvelles possibilités aux municipalités, notamment pour entretenir et valoriser les infrastructures. Pour le Québec, c'est plus de 500 millions de nouvel argent qui ira, par exemple, dans les bibliothèques, les réseaux d'aqueducs ou la mobilité durable. L'UMQ aurait toutefois souhaité un effort supplémentaire en soutien au développement économique régional, notamment dans les secteurs du transport aérien et maritime. Les actualités culturelles et communautaires après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Organisme en santé mentale dans Portneuf, l'Arc-en-Ciel, en collaboration avec la Bibliothèque municipale de Donnacona, organisait ce mercredi 20 mars une activité de bibliothèque vivante intitulée « À livre ouvert ». Pour nous en parler, Stéphane Lépine a rencontré Marilyn Vigneault, nouvelle directrice générale de l'Arc-en-Ciel, et a recueilli un extrait de témoignage. Aujourd'hui, c'est l'activité à livre ouvert qui se passe à la Bibliothèque municipale de Donnacona. C'est une activité de bibliothèque vivante qui est initiée par la QRP, l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, ainsi que l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Donc, le concept de l'activité est fort simple. En fait, une bibliothèque vivante, c'est qu'on invite des gens à venir témoigner de leur vécu, de leur expérience. Donc, les livres vivants sont en fait des personnes qui sont là pour nous faire un témoignage. OK. Là, justement, c'est intéressant, c'est que sur la table qu'il y a là, on voit les livres, justement, et les gens peuvent choisir par rapport au titre, il y a une histoire aussi en arrière, là. Oui. Donc, si, par exemple, on prend ici le livre de Dominique, qui est un livre vivant aujourd'hui, Dominique est là pour son livre qui s'appelle « J'ai gagné mon combat ». Alors, les gens qui se présentent à la bibliothèque ont les livres vivants comme ça sur la table, peuvent lire à l'arrière un petit peu quel est le synopsis de ce livre-là, pour choisir peut-être un livre qui fait plus de sens pour eux, qui les interpelle un peu plus. Une fois qu'ils ont
cibler le livre ou les livres, parce qu'ils peuvent en consulter plus qu'un. On les dirige là, dans la bibliothèque pour aller s'asseoir pour un échange d'une quinzaine de minutes environ avec le livre vivant, qui va expliquer un peu son parcours, mais le lecteur est aussi en droit de poser des questions à la personne. OK. Donc, c'est vraiment une personne qui accueille et qui raconte son expérience. Il s'est préparé un texte, dans le fond, c'est ça? Oui, bien, la personne s'est préparé un texte, oui, s'est préparé de manière générale parce que c'est sa propre histoire, donc il sait la raconter. C'est pas du par cœur, bien évidemment, c'est parce que c'est leur vécu, donc c'est facile pour eux d'en parler. Je dis facile, mais c'est à faire attention dans le sens où les gens vont vraiment parler d'étapes qui ont peut-être été plus difficiles dans leur vie. Donc, ça apporte beaucoup, oui, au lecteur de ce livre vivant-là, mais aussi à la personne qui est lue de témoigner de son expérience. Bonjour, Anne. Bonjour. Je fais mon rétablissement par les arts. Oui. Je suis contente que vous ayez choisi mon témoignage. Oui. Pour débuter, je veux vous dire que je me souviens d'avoir été heureuse jusqu'à l'âge de 9 ans, 10 ans environ. Oui. Au primaire, en 5e année, j'ai souffert de dépression, ainsi qu'à l'adolescence et quelquefois dans la vingtaine. Puis, dans le milieu de vingtaine, j'ai commencé à suivre mon rétablissement. J'étais sur la voie du rétablissement. J'avais mes moments de bonheur à travers ces années. OK. Puis, c'est quoi les thèmes à peu près? Oui, bien, ça varie beaucoup, puis veut pas, ça va s'entrecroiser parfois, mais on a des gens qui vont parler. On a une proche, entre autres, donc son fils qui a eu un diagnostic de schizophrénie alors qu'il avait 18 ans, donc elle va témoigner de comment ça lui a apporté dans sa vie. Ça aurait pu être un obstacle, mais elle le voit comme un plus maintenant, donc qu'est-ce que ça lui a apporté? On a des gens qui ont traversé des dépressions, qui ont vécu des moments plus noirs avec des idées suicidaires, même des tentatives de suicide, qui vont venir témoigner de ça, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des troubles de personnalité limite. Donc, on a vraiment un éventail de livres vivants qui est très varié. J'ai commencé à travailler un programme extra à l'Arc-en-Ciel dans la région de Neuville. Puis, en 1993, l'Arc-en-Ciel a ouvert à Donnacona. Puis, j'ai continué mon travail de secrétaire assistant. Ensuite, j'ai fréquenté le centre régulièrement en faisant des ateliers que j'aimais et qui me passionnaient. Les arts m'ont aidé à m'extérioriser, à m'exprimer mes idées, mes émotions, mes opinions. Qu'est-ce que les gens vous donnent comme commentaires? Parce que ça fait quand même quelques temps que l'activité a commencé. C'est quoi un petit peu les commentaires qui reviennent? Bien, l'activité a commencé depuis quelques heures. On a eu beaucoup de jeunes de l'école secondaire qui sont venus cet après-midi, entre autres. Les commentaires sont vraiment très positifs de se dire « Ah, bien, c'était pas ce que je venais chercher nécessairement, mais ça m'a apporté beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de voir les choses d'un autre angle. » Donc, on a vraiment des beaux commentaires, autant des lecteurs que des livres vivants là, qui nous disent entre chaque lecteur comment c'est le fun de pouvoir échanger comme ça avec les autres. Le thème de la rencontre sera au cœur des prochaines journées de la culture au Québec, prévues les 28, 29 et 30 septembre prochains. Mariage de disciplines, duo improbable, échange entre cultures, métissage des genres, par exemple. Les Journées de la culture invitent donc artistes, travailleurs culturels, municipalités et citoyens à créer des liens et à bâtir des ponts. Cette semaine, on souligne la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle pour une 31e édition. On profite de l'occasion pour rappeler l'importance de faire une place inclusive aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Sous le thème « Apprendre à se connaître », écoutons une vidéo réalisée justement pour l'occasion. Salut! Je m'appelle Lucie. J'attends mes amis pour parler de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle? Tu sais qu'aujourd'hui, c'est là qu'on est là pour ça.
Ah, ben oui, c'est cool. C'est cool, hein? Ben oui. Hey, dis-moi donc, Carl. On est entre nous deux, là. Mais tu me dis, c'est quoi pour toi la semaine de la déficience intellectuelle? Ben, ça, c'est peut-être parler pour travailler. Quand on rit de nous méchamment, comment tu réagis? Oh, bah, je vais être triste, malheureuse, déprimée, découragée. Mais moi, c'est pas ça. Moi, ça force. Et rire de puis rire avec, il y a une différence. Pas pareil. Ah. Est-ce que c'est important pour toi, la différence? Oui, parce que les gens me posent des questions. J'aime ça, j'adore ça. Ben, mon différence, pour moi, c'est pas pareil comme d'autres personnes. Oui, tout le monde est différent, puis c'est bon que tout le monde soit différent aussi. Parce que sinon, comment qu'on pourrait faire pour savoir qui est qui, là? On est comme on est. C'est ça. Qu'on soit pareil ou pas pareil. C'est ça. C'est mon choix. Une est pareil, l'autre pas pareil. Puis, à un moment donné, paf, on parle ensemble. Prise 1. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir avec mes amis. L'important, c'est d'apprendre à se connaître. Bonne semaine tout le monde. Vas-y, C'est parfait. L'association Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne vous invite à son souper de camp qui se tiendra le samedi 13 avril à 17h au pavillon Marguerite-Jouville de l'École de la Vallée à Saint-Raymond. Un souper 3 services de style méchoui sera cuisiné par le Restaurant Mondial en collaboration avec la Boucherie des Chefs qui fournira une pièce de viande. L'animation sera assurée par Stéphane Monette et le DJ Guillaume Lirette. Cette activité est en marge du Salon Nature de Saint-Raymond qui se déroule durant cette même fin de semaine. Les billets sont en vente au coût de 35 $ chez ProNature, la Boucherie des Chefs et au Mondial. Les dons de viande de gibier du programme intitulé « Chasseurs généreux » a dépassé de 1000 livres les dons de la dernière année pour un total de 6 500 livres représentant quelques 40 400 portions de viande distribuées par les organismes membres des banques alimentaires du Québec. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et les banques alimentaires du Québec remercie d'ailleurs tous les chasseurs, les bouchers et leurs partenaires qui font le succès de ce programme année après année. La venaison récoltée est distribuée directement dans la région où elle est donnée et elle représente un précieux apport en protéines pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Ce programme est soutenu entre autres par la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec. La famille syrienne est attendue à Saint-Raymond depuis maintenant, qui est attendue en fait à Saint-Raymond depuis maintenant 3 ans, devrait arriver le mardi 9 avril prochain à l'aéroport de Montréal. Tout est en place à Saint-Raymond pour accueillir le couple et les 2 jeunes enfants pour au moins 1 an. Dans la Jacques-Cartier, la foire brassicole de la Jacques-Cartier sera de retour cette année. Pour une 2e année consécutive, la Société de développement économique, en fait la SDE de la Jacques-Cartier, a confirmé son soutien à cet événement festif qui met en vedette près de 150 produits québécois au parc du Grand Héron à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier du 2 au 4 août prochain. L'événement a attiré plus de 3000 visiteurs à sa première édition l'an dernier. D'autre part, la SDE de la Jacques-Cartier, qui est présidée par le maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier,
Pierre Dolbec, a aussi réitéré son appui à l'Alliance Vélo de montagne en investissant quelques 15 000 $ dans la promotion du sport. La région y accueille 2 pôles majeurs, soit les Sentiers du Moulin et E47 Éco-Sentiers. D'ailleurs, l'entreprise E47 Éco-Sentiers est un leader dans le domaine du fat bike et du vélo de montagne. Elle a pu profiter du soutien de la SDE de la Jacques-Cartier, notamment pour améliorer la qualité de ses sentiers en hiver et son service à la clientèle, ainsi que la sécurité. Cette semaine se tient aussi la 14e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes sous le thème « Les popotes roulantes, un service alimentaire de qualité ». Chaque popote roulante offre un repas complet et à prix modique composé d'une soupe, d'un plat principal et d'un dessert, le tout cuisiné avec des aliments sains et de qualité. Une popote roulante est un organisme sans but lucratif qui permet à tout près de 30 000 personnes en perte d'autonomie, majoritairement des aînés, de rester à domicile. À travers le Québec, c'est autour de 2 millions de repas préparés et livrés chaque année par plus de 10 000 bénévoles dévoués, dont la moyenne d'âge est de 72 ans. Les bénévoles représentent ainsi la pierre angulaire de ces organismes. Pour la 3e année consécutive, l'actrice québécoise Dominique Pétain est la porte-parole de la Semaine de la popote roulante. L'adaptation au changement climatique coûte cher aux grandes villes du Québec et ça pourrait augmenter au cours des prochaines années. C'est le principal constat d'une étude commandée par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Les auteurs de l'étude estiment que dans un horizon de 5 ans, les coûts liés à l'adaptation au changement climatique pourraient atteindre 2 milliards de dollars pour les 10 grandes villes du Québec, et même le double pour l'ensemble des municipalités du Québec. L'étude a évalué les coûts de 4 types de projets associés à la gestion de l'eau potable et des eaux pluviales et aux îlots de chaleur. Cette nouvelle étude est présentée aujourd'hui même, jeudi 21 mars, au sommet municipal Résilience Climat, qui réunit quelques 250 élus à Drummondville. Un sommaire et les faits saillants de l'étude sont disponibles sur le site web de l'UMQ. Ce mercredi 20 mars, vers 11 h, les policiers de la MRC de Portneuf ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la rue de l'Église à Saint-Basile. 2 personnes ont été arrêtées. Andy Asselin, 24 ans, a comparu au Palais de justice de Québec en lien avec le trafic de stupéfiants. Il est détenu et devrait revenir en cours le 28 mars, ce 28 mars. Une femme de 21 ans a été interrogée et libérée avec une sommation. Les policiers ont saisi près de 140 grammes de cannabis, plus de 25 grammes de cristaux, de l'ecstasy, plus de 75 comprimés de kétamine, près de 330 millilitres de GHB, la drogue du viol, près de 125 comprimés de médicaments d'ordonnance, ainsi que de petites quantités de cocaïne, de méthamphétamine et de stéroïdes. Un véhicule Toyota Corolla a été saisi comme bien infractionnel et près de 4 500 $. Alors, ça complète donc Info CJSR pour cette semaine. Alors, un grand merci à Philippe et Tony, à la régie, à la caméra et au montage. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. Et on va se laisser avec un extrait du concert du pianiste Alain Châteauvert qui se tenait vendredi dernier à la verrière du Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. Alors, un concert qui a été bien apprécié par les gens de Saint-Raymond. Alors là-dessus, on vous souhaite une belle semaine et aussi un beau printemps. Bonne semaine.
Ce bulletin d'information